La cousine bête par Honoré de Balzac, partie 6 du livre audio. Aussi, le Polonais, sublime dans la douleur, a-t-il fatigué les bras de ses oppresseurs à force de se faire assommer, en recommençant ainsi, au XIXe siècle, le spectacle qu'ont offert les premiers chrétiens. Introduisez 10% de sournoiserie anglaise dans le caractère polonais, si franc, si ouvert, et le généreux aigle blanc régnerait aujourd'hui partout où se glisse l'aigle à deux têtes. Un peu de machiavélisme eût empêché la Pologne de sauver l'Autriche qui l'a partagée, d'emprunter à la Prusse, son usurière, qui l'a minée, et de se diviser au moment du premier partage. Au baptême de la Pologne, une fée Carabosse, oubliée par les génies qui dotaient cette séduisante nation des plus brillantes qualités, est sans doute venue dire « Garde tous les dons que mes sœurs t'ont dispensés, mais tu ne sauras jamais ce que tu voudras. » Si, dans son duel héroïque avec la Russie, la Pologne avait triomphé, les Polonais se battraient entre eux aujourd'hui, comme autrefois, dans leur diète pour s'empêcher les uns les autres d'être rois. Le jour où cette nation, uniquement composée de courage sanguin, aura le bon sens de chercher un Louis XI dans ses entrailles, d'en accepter la tyrannie et la dynastie, elle sera sauvée. Ce que la Pologne fut en politique, la plupart des Polonais le sont dans leur vie privée, surtout lorsque les désastres arrivent. Ainsi, Wenceslas Steinbock, qui depuis 3 ans adorait sa femme, et qui se savait un dieu pour elle, fut tellement piqué de se voir à peine remarqué par madame Marneffe qu'il se fit un point d'honneur en lui-même d'en obtenir quelque attention. En comparant Valérie à sa femme, il donna l'avantage à la première. Hortense était une belle chair, comme le disait Valérie à Lisbeth. Mais il y avait en madame Marneffe l'esprit dans la forme et le piquant du vice. Le dévouement d'Hortense est un sentiment qui, pour un mari, lui semble dû. La conscience de l'immense valeur d'un amour absolu se perd bientôt, comme le débiteur se figure, au bout de quelque temps que le prêt est à lui. Cette loyauté sublime devient en quelque sorte le pain quotidien de l'âme, et l'infidélité séduit comme une friandise. La femme dédaigneuse, une femme dangereuse surtout, irrite la curiosité, comme les épices relèvent la bonne chair. Le mépris, si bien joué par Valérie, était d'ailleurs une nouveauté pour Wenceslas, après 3 ans de plaisir facile. Hortense fut la femme, et Valérie fut la maîtresse. Beaucoup d'hommes veulent avoir ces 2 éditions du même ouvrage, quoique ce soit une immense preuve d'infériorité chez un homme que de ne pas savoir faire de sa femme sa maîtresse. La variété dans ce genre est un signe d'impuissance. La constance sera toujours le génie de l'amour, l'indice d'une force immense, celle qui constitue le poète. On doit avoir toutes les femmes dans la sienne, comme les poètes crottés du XVIIe siècle faisaient de leurs Manon des Iris et des Chloé. « Eh bien, dit Lisbeth à son petit cousin au moment où elle le vit fasciné, « comment trouvez-vous Valérie ?»« Trop charmante, répondit Wenceslas. « Vous n'avez pas voulu m'écouter, répartit la cousine bête. Ah, mon petit Wenceslas, si nous étions restés ensemble, vous auriez été l'amant de cette sirène-là. Vous l'auriez épousée dès qu'elle serait devenue veuve, et vous auriez eu les 40 000 livres de rente qu'elle a. Vraiment ? Mais oui, répondit Lisbeth. Allons, prenez garde à vous. Je vous ai bien prévenu du danger. Ne vous brûlez pas à la bougie. Donnez-moi le bras. L'on a servi. Aucun discours n'était plus démoralisant que celui-là, car montrer un précipice à un Polonais, il s'y jette aussitôt. Ce peuple a surtout le génie de la cavalerie. Il croit pouvoir enfoncer tous les obstacles et en sortir victorieux. Ce coup d'éperon par lequel Lisbeth labourait la vanité de son cousin fut appuyé par le spectacle de la salle à manger, où brillait une magnifique argenterie, où Steinbock aperçut toutes les délicatesses et les recherches du luxe parisien. « J'aurais mieux fait, se dit-il en lui-même, d'épouser Célimène. » Pendant ce dîner, Hulot, content de voir là son gendre,
et plus satisfait encore de la certitude d'un raccommodement avec Valérie, qu'il se flattait de rendre fidèle par la promesse de la succession Coquet, fut charmant. Stidmann répondit à l'amabilité du baron par les gerbes de la plaisanterie parisienne et par sa verve d'artiste. Steinbock ne voulut pas se laisser éclipser par son camarade. Il déploya son esprit, il eut des saillies, il fit de l'effet, il fut content de lui. Madame Marneffe lui sourit à plusieurs reprises en lui montrant qu'elle le comprenait bien. La bonne chère, les vins capiteux, achevèrent de plonger Venceslas dans ce qu'il faut appeler le bourbier du plaisir. Animé par une pointe de vin, il s'étendit, après le dîner, sur un divan, en proie à un bonheur à la fois physique et spirituel, que Madame Marneffe mit au comble en venant se poser près de lui, légère, parfumée, belle à damner les anges. Elle s'inclina vers Venceslas, elle effleura presque son oreille pour lui parler tout bas. « Ce n'est pas ce soir que nous pouvons causer d'affaires, à moins que vous ne vouliez rester le dernier. Entre vous, Lisbeth et moi, nous arrangerions les choses à votre convenance. »« Ah, vous êtes un ange, madame, » dit Venceslas, en lui répondant de la même manière. « J'ai fait une fameuse sottise de ne point écouter Lisbeth. »« Que vous disait-elle » ?»« Elle prétendait, rue du Doyenné, que vous m'aimiez. » Madame Marneffe regarda Venceslas, eut l'air d'être confuse et se leva brusquement. Une femme jeune et jolie n'a jamais impunément éveillé chez un homme l'idée d'un succès immédiat. Ce mouvement de femme vertueuse, réprimant une passion gardée au fond du cœur, était plus éloquent 1000 fois que la déclaration la plus passionnée. Aussi le désir fut-il si vivement irrité chez Venceslas qu'il redoubla d'attention pour Valérie. Femme en vue, femme souhaitée. De là vient la terrible puissance des actrices. Madame Marneffe, se sachant étudiée, se comporta comme une actrice applaudie. Elle fut charmante et obtint un triomphe complet. « Les folies de mon beau-père ne m'étonnent plus, » dit Venceslas à Lisbeth. « Si vous parlez ainsi, Venceslas, » répondit la cousine, « je me repentirai toute ma vie de vous avoir fait prêter ces 10 000 francs. » « Seriez-vous donc comme eux tous, dit-elle en montrant les convives, amoureux fou de cette créature ? Songez donc que vous seriez le rival de votre beau-père. Enfin, pensez à tout le chagrin que vous causeriez à Hortense. »« C'est vrai, dit Venceslas. Hortense est un ange, je serais un monstre. »« Il y en a bien assez d'un dans la famille, répliqua Lisbeth. »« Les artistes ne devraient jamais se marier, s'écria Steinbock. »« Ah, c'est ce que je vous disais, rue du Doyenné. Vos enfants, à vous, ce sont vos groupes, vos statues, vos chefs-d'œuvre. »« Que dites-vous donc là ?» vint demander Valérie en se joignant à Lisbeth. « Serre le thé, cousine. » Steinbock, par une forfanterie polonaise, voulut paraître familier avec cette fée du salon. Après avoir insulté Stidmann, Claude Vignon, Crevel, par un regard, il prit Valérie par la main et la força de s'asseoir à côté de lui, sur le divan. « Vous êtes par trop grand seigneur, comte Steinbock, » dit-elle, en résistant peu. Et elle se mit à rire en tombant près de lui, non sans lui montrer le petit bouton de rose qui parait son corsage. « Hélas, si j'étais grand seigneur, je ne viendrais pas ici, » dit-il, en emprunteur. « Pauvre enfant, je me souviens de vos nuits de travail à la rue du Doyenné. Vous avez été un peu bêta. Vous vous êtes marié, comme un affamé se jette sur du pain. Vous ne connaissez point Paris. Voyez où vous en êtes. Mais vous avez fait la sourde oreille au dévouement de la bête comme à l'amour de la Parisienne, qui savait son Paris par cœur. »« Ne me dites plus rien, » s'écria Steinbock. « Je suis batté. »« Vous aurez vos 10 000 francs, mon cher Venceslas, mais à une condition, » dit-elle en jouant avec ses admirables rouleaux de cheveux. « Laquelle ? » ?»« Eh bien, je ne veux pas d'intérêt. »« Madame !»« Oh, ne vous fâchez pas, vous me les remplacerez par un groupe en bronze. Vous avez commencé l'histoire de Samson, achevez-la. Faites Dalila coupant les cheveux à l'Hercule juif. Mais vous qui serez, si vous voulez m'écouter, un grand artiste, j'espère que vous comprendrez le sujet. Il s'agit d'exprimer la puissance de la femme. Samson n'est rien, là. C'est le cadavre de la force.
Dalila, c'est la passion qui ruine tout. Comme cette réplique. Est-ce comme cela que vous dites ? Ajouta-t-elle finement en voyant Claude Vignon et Stidmann qui s'approchèrent d'eux en voyant qu'il s'agissait de sculptures. Comme cette réplique d'Hercule au pied d'Omphale est bien plus belle que le mythe grec. Est-ce la Grèce qui a copié la Judée ? Est-ce la Judée qui a pris à la Grèce ce symbole ? Ah, vous soulevez là, madame, une grave question. Celle des époques auxquelles auraient été composés les différents livres de la Bible. Le grand et immortel Spinoza, si niaisement rangé parmi les athées et qui a mathématiquement prouvé Dieu, prétendait que la Genèse et la partie politique, pour ainsi dire, de la Bible est du temps de Moïse, et il démontrait les interpolations par des preuves philologiques. Aussi a-t-il reçu 3 coups de couteau à l'entrée de la synagogue. « Je ne me savais pas si savante, » dit Valérie, ennuyée de voir son tête-à-tête interrompu. « Les femmes savent tout par instinct, » répliqua Claude Vignon. « Eh bien, me promettez-vous ?» dit-elle à Steinbock en lui prenant la main avec une précaution de jeune fille amoureuse. « Vous êtes assez heureux, mon cher, » s'écria Stidmann, « pour que madame vous demande quelque chose ?»« Qu'est-ce » dit Claude Vignon. « Un petit groupe en bronze, » répondit Steinbock. « Dalila coupant les cheveux à Samson. »« C'est difficile, » fit observer Claude Vignon, « à cause du lit. »« C'est au contraire excessivement facile, » répliqua Valérie en souriant. « Ah, faites-nous de la sculpture, hein, dit Stidmann. « Madame est la chose à sculpter, » répliqua Claude Vignon en jetant un regard fin à Valérie. « Eh bien, » reprit-elle, « voilà comment je comprends la composition. Samson s'est réveillé sans cheveux, comme beaucoup de dandys à faux toupet. Le héros est là, sur le bord du lit. Vous n'avez donc qu'à en figurer la base, caché par des linges, par des draperies. Il est là, comme Marius sur les ruines de Carthage, les bras croisés, la tête rasée. Napoléon à Sainte-Hélène, quoi. Dalila est à genoux, à peu près comme la Madeleine de Canova. Quand une fille a ruiné son homme, elle l'adore. Selon moi, la Juive a eu peur de Samson. Terrible, puissant. Mais elle a dû aimer Samson, devenu petit garçon. Donc, Dalila déplore sa faute. Elle voudrait rendre à son amant ses cheveux. Elle n'ose pas le regarder et elle le regarde en souriant, car elle aperçoit son pardon dans la faiblesse de Samson. Ce groupe, et celui de la farouche Judith, serait la femme expliquée. La vertu coupe la tête, le vice ne vous coupe que les cheveux. Prenez garde à vos toupets, messieurs. Et elle laissa les 2 artistes confondus, qui firent, avec la critique, un concert de louanges en son honneur. « On n'est pas plus délicieuse !» s'écria Stidmann. « Oh, c'est, dit Claude Vignon, la femme la plus intelligente et la plus désirable que j'ai vue. Réunir l'esprit et la beauté, c'est si rare. » « Si vous, qui avez eu l'honneur de connaître intimement Camille Maupin, vous lancez de pareils arrêts, répondit Stidmann, que devons-nous penser ? Si vous voulez faire de Dalila, mon cher comte, un portrait de Valérie, dit Crevel, qui venait de quitter le jeu pour un moment et qui avait tout entendu, je vous paye un exemplaire de ce groupe, 1000 écus. Oh oui, sapristi, 1000 écus, je me fends. Je me fends. Qu'est-ce que cela veut dire ? Demanda Beauvisage à Claude Vignon. Il faudrait que madame daignât poser, dit Steinbock en montrant Valérie à Crevel. Demandez-lui. En ce moment, Valérie apportait elle-même à Steinbock une tasse de thé. C'était plus qu'une distinction. C'était une faveur. Il y a, dans la manière dont une femme s'acquitte de cette fonction, tout un langage. Mais les femmes le savent bien. Aussi est-ce une étude curieuse à faire que celle de leurs mouvements, de leurs gestes, de leurs regards, de leur ton, de leur accent, quand elles accomplissent cet acte de politesse en apparence si simple. Depuis la demande « Prenez-vous du thé ?»« Voulez-vous du thé ?»« Une tasse de thé ?» froidement formulée, et l'ordre d'en apporter donné à la nymphe qui tient l'urne, jusqu'à l'énorme poème de l'odalisque venant de la table à thé, la tasse à la main, jusqu'au pacha du cœur, et la lui présentant d'un air soumis, l'offrant d'une voix caressante,
avec un regard plein de promesses voluptueuses, un physiologiste peut observer tous les sentiments féminins, depuis l'aversion, depuis l'indifférence, jusqu'à la déclaration de Phèdre à Hippolyte. Les femmes peuvent là se faire, à volonté, méprisantes jusqu'à l'insulte, humbles jusqu'à l'esclavage de l'Orient. Valérie fut plus qu'une femme, elle fut le serpent fait femme. Elle acheva son œuvre diabolique en marchant jusqu'à Steinbock, une tasse de thé à la main. « Je prendrai, » dit l'artiste à l'oreille de Valérie en se levant et effleurant de ses doigts les doigts de Valérie, « autant de tasses de thé que vous voudrez m'en offrir, pour me les voir présenter ainsi. »« Que parlez-vous de poser ?» demanda-t-elle sans paraître avoir reçu en plein cœur cette explosion si rageusement attendue. « Le père Crevel m'achète un exemplaire de votre groupe 1000 écus. »« 1000 écus ? Lui ? Un groupe ? » ?»« Oui, si vous voulez poser en Dalila, » dit Steinbock. « Il n'y sera pas, j'espère, » reprit-elle. « Le groupe vaudrait alors plus que sa fortune, car Dalila doit être un peu décolletée. » De même que Crevel se mettait en position, toutes les femmes ont une attitude victorieuse, une pose étudiée, où elles se font irrésistiblement admirer. On en voit qui, dans les salons, passent leur vie à regarder la dentelle de leurs chemisettes et à remettre en place les épaulettes de leurs robes, ou bien à faire jouer les brillants de leurs prunelles en contemplant les corniches. Madame Marneffe, elle, ne triomphait pas en face, comme toutes les autres. Elle se retourna brusquement pour aller à la table à thé retrouver Lisbeth. Ce mouvement de danseuse agitant sa robe, par lequel elle avait conquis Hulot, fascina Steinbock. « Ta vengeance est complète, » dit Valérie à l'oreille de Lisbeth. « Hortense pleurera toutes ses larmes et maudira le jour où elle t'a pris Venceslas. »« Tant que je ne serai pas madame la maréchale, je n'aurai rien fait, » répondit la Lorraine. « Mais ils commencent à le vouloir tous. Ce matin, je suis allée chez Victorin. J'ai oublié de te raconter cela. Les Hulot jeunes ont racheté les lettres de change du baron à Vauvinet. Ils souscrivent demain une obligation de 72 000 francs à 5% d'intérêt, remboursable en 3 ans, avec hypothèque sur leur maison. Voilà les Hulot jeunes dans la gêne pour 3 ans. Il leur serait impossible de trouver maintenant de l'argent sur cette propriété. Victorin est d'une tristesse affreuse. Il a compris son père. Enfin, Crevel est capable de ne plus voir ses enfants, tant il sera courroucé de ses dévouements. « Le baron doit maintenant être sans ressources, » dit Valérie à l'oreille de Lisbeth en souriant à Hulot. « Je ne lui vois plus rien, mais il rentre dans son traitement au mois de septembre. Et il a sa police d'assurance, il l'a renouvelée. Allons, il est temps qu'il fasse Marneffe chef de bureau. Je vais l'assassiner ce soir. »« Mon petit cousin, » alla dire Lisbeth à Venceslas, « retirez-vous, je vous en prie. Vous êtes ridicule. Vous regardez Valérie de façon à la compromettre, et son mari est d'une jalousie effrénée. N'imitez pas votre beau-père et retournez chez vous. Je suis sûre qu'Hortense vous attend. »« Madame Marneffe m'a dit de rester le dernier, pour arranger notre petite affaire entre nous 3, » répondit Venceslas. « Non, » dit Lisbeth, « je vais vous remettre les 10 000 francs, car son mari a les yeux sur vous. Il serait imprudent à vous de rester. Demain, à 9 heures, apportez la lettre de change. À cette heure-là, ce Chinois de Marneffe est à son bureau. Valérie est tranquille. Vous lui avez donc demandé de poser pour un groupe ? Entrez d'abord chez moi. »« Ah, je savais bien, » dit Lisbeth en surprenant le regard par lequel Steinbock salua Valérie, « que vous étiez un libertin en herbe. Valérie est bien belle, mais tâchez de ne pas faire de chagrin à Hortense. » Rien n'irrite les gens mariés autant que de rencontrer, à tout propos, leurs femmes entre eux et un désir, fût-il passager. Venceslas revint chez lui vers 1 heure du matin. Hortense l'attendait depuis environ 9h30. De 9h30 à 10h, elle écouta le bruit des voitures, en se disant que jamais Venceslas, quand il dînait sans elle chez Chanor et Florent, n'était rentré si tard. Elle cousait auprès du berceau de son fils, car elle commençait à épargner la journée d'une ouvrière en faisant elle-même certains raccommodages. De 10h à 10h30, elle eut une pensée de défiance. Elle se demanda « Mais est-il allé dîner, comme il me l'a dit, chez Chanor et Florent ?
Il a voulu, pour s'habiller, sa plus belle cravate, sa plus belle épingle. Il a mis à sa toilette autant de temps qu'une femme qui veut paraître encore mieux qu'elle n'est. Je suis folle. Il m'aime. Le voici, d'ailleurs. Au lieu d'arrêter, la voiture que la jeune femme entendait passa. De 11h à minuit, Hortense fut livrée à des terreurs inouïes, causées par la solitude de son quartier. « S'il est revenu à pied, se dit-elle, il peut lui arriver quelque accident. On se tue en rencontrant un bout de trottoir ou en ne s'attendant pas à des lacunes. Les artistes sont si distraits. Si des voleurs l'avaient arrêté. Voici la première fois qu'il me laisse seule ici, pendant 6h30. Pourquoi me tourmenter? Il n'aime que moi. Les hommes devraient être fidèles aux femmes qui les aiment, ne fût-ce qu'à cause des miracles perpétuels produits par le véritable amour dans le monde sublime appelé le monde spirituel. Une femme aimante est, par rapport à l'homme aimé, dans la situation d'une somnambule à qui le magnétiseur donnerait le triste pouvoir, en cessant d'être le miroir du monde, d'avoir conscience, comme femme, de ce qu'elle aperçoit comme somnambule. La passion fait arriver les forces nerveuses de la femme à cet état extatique où le pressentiment équivaut à la vision des voyants. Une femme se sait trahie. Elle ne s'écoute pas. Elle doute. Tant elle aime. Et elle dément le cri de sa puissance de Pythonis. Ce paroxysme de l'amour devrait obtenir un culte. Chez les esprits nobles, l'admiration de ce divin phénomène sera toujours une barrière qui les séparera de l'infidélité. Comment ne pas adorer une belle, une spirituelle créature dont l'âme arrive à de pareilles manifestations? À 1h du matin, Hortense avait atteint à un tel degré d'angoisse qu'elle se précipita vers la porte en reconnaissant Venceslas à sa manière de sonner. Elle le prit dans ses bras, en l'y serrant maternellement. « Enfin, te voilà, dit-elle en recouvrant l'usage de la parole. Mon ami, désormais j'irai partout où tu iras, car je ne veux pas éprouver une seconde fois la torture d'une pareille attente. Je t'ai vu heurtant contre un trottoir et la tête fracassée, tué par des voleurs. Non, une autre fois je sens que je deviendrai folle. Tu t'es donc bien amusé, sans moi, vilain? Que veux-tu, mon petit bon ange? Il y avait là Bixiou, qui nous a fait de nouvelles charges, Léon de Lora, dont l'esprit n'a pas tari, Claude Vignon, à qui je dois le seul article consolant qu'on ait écrit sur le monument du maréchal Montcornet. Il n'y avait pas de femme? Demanda vivement Hortense. La respectable Madame Florent. Tu m'avais dit que c'était au rocher de Cancale. C'était donc chez eux? Oui, chez eux. Je me suis trompée. Tu n'es pas venu en voiture? Non. Et tu arrives à pied de la rue des Tournelles? Stidman et Bixiou m'ont reconduit par les boulevards jusqu'à la Madeleine, tout en causant. Il fait donc bien sec sur les boulevards, sur la place de la Concorde et la rue de Bourgogne. Tu n'es pas crotté, dit Hortense en examinant les bottes vernies de son mari. Il avait plu, mais de la rue Vaneau à la rue Saint-Dominique, Venceslas n'avait pu souiller ses bottes. Tiens, voilà 5000 francs que Chanor m'a généreusement prêtés, dit Venceslas pour couper court à ses interrogations quasi judiciaires. Il avait fait 2 paquets de ces 10 billets de 1000 francs, un pour Hortense et un pour lui-même, car il avait pour 5000 francs de dettes ignorées d'Hortense. Il devait à son praticien et à ses ouvriers. « Te voilà sans inquiétude, ma chère, dit-il en embrassant sa femme. Je vais, dès demain, me mettre à l'ouvrage. Oh, demain, je décampe à 8h30 et je vais à l'atelier. Ainsi, je me couche tout de suite pour être levé de bonne heure. Tu me le permets, ma Minette ?» Le soupçon entré dans le cœur d'Hortense disparut. Elle fut à 1000 lieues de la vérité. Madame Marneffe, elle n'y pensait pas. Elle craignait pour son Venceslas la société des Lorettes. Les noms de Bixiou, de Léon de Lora, 2 artistes connus pour leur vie effrénée, l'avaient inquiétée. Le lendemain, elle vit partir Venceslas à 9h, entièrement rassurée. « Le voilà maintenant à l'ouvrage », se disait-elle en procédant à l'habillement de son enfant. « Oh, je le vois, il est en train. Eh bien, si nous n'avons pas la gloire de Michel-Ange, nous aurons celle de Benvenuto Cellini.
Bercée elle-même par ses propres espérances, Hortense croyait à un heureux avenir. Et elle parlait à son fils, âgé de 20 mois, ce langage tout en onomatopée qui fait sourire les enfants. Quand, vers 11 heures, la cuisinière, qui n'avait pas vu sortir Venceslas, introduisit Stidmann. « Pardon, madame, dit l'artiste. Comment, Venceslas est déjà parti ? Il est à son atelier. Je venais m'entendre avec lui pour nos travaux. Je vais l'envoyer chercher, dit Hortense en faisant signe à Stidmann de s'asseoir. La jeune femme, rendant grâce en elle-même au ciel de ce hasard, voulut garder Stidmann afin d'avoir des détails sur la soirée de la veille. Stidmann s'inclina pour remercier la comtesse de cette faveur. Madame Steinbock sonna, la cuisinière vint, elle lui donna l'ordre d'aller chercher monsieur à l'atelier. « Vous êtes-vous bien amusé hier ?» dit Hortense, car Venceslas n'est revenu qu'après 1 heure du matin. « Amusé ? Pas précisément, répondit l'artiste, qui la veille avait voulu faire madame Marneffe. On ne s'amuse dans le monde que lorsqu'on y a des intérêts. Cette petite madame Marneffe est excessivement spirituelle, mais elle est coquette. Et comment Venceslas l'a-t-il trouvé ? Demanda la pauvre Hortense en essayant de rester calme. Il ne m'en a rien dit. Je ne vous en dirai qu'une seule chose, répondit Stidmann, c'est que je la crois bien dangereuse. Hortense devint pâle comme une accouchée. Ainsi, c'est bien chez madame Marneffe et non pas chez Chanor que vous avez dîné, dit-elle, hier, avec Venceslas. Et il, Stidmann, sans savoir quel malheur il faisait, devina qu'il en causait un. La comtesse n'acheva pas sa phrase. Elle s'évanouit complètement. L'artiste sonna, la femme de chambre vint. Quand Louise essaya d'emporter la comtesse Steinbock dans sa chambre, une attaque nerveuse de la plus grande gravité se déclara par d'horribles convulsions. Stidmann, comme tous ceux dont une involontaire indiscrétion détruit l'échafaudage élevé par le mensonge d'un mari dans son intérieur, ne pouvait croire à sa parole une pareille portée. Il pensa que la comtesse se trouvait dans cet état maladif où la plus légère contrariété devient un danger. La cuisinière vint annoncer, malheureusement à haute voix, que monsieur n'était pas à son atelier. Au milieu de sa crise, la comtesse entendit cette réponse. Les convulsions recommencèrent. « Allez chercher la mère de madame, dit Louise à la cuisinière. Courez !»« Si je savais où se trouve Venceslas, j'irais l'avertir, » dit Stidmann au désespoir. « Il est chez cette femme !» cria la pauvre Hortense. « Il s'est habillé bien autrement que pour aller à son atelier. » Stidmann courut chez madame Marneffe en reconnaissant la vérité de cet aperçu dû à la seconde vue des passions. En ce moment, Valérie posait en Dalila. Trop fin pour demander madame Marneffe, Stidmann passa roide devant la loge, monta rapidement au second, en se faisant ce raisonnement. Si je demande madame Marneffe, elle n'y sera pas. Si je demande bêtement Steinbock, on me rira au nez. Cassons les vitres. Au coup de sonnette, Reine arriva. « Dites à monsieur le comte Steinbock de venir. Sa femme se meurt. » Reine, aussi spirituelle que Stidmann, le regarda d'un air passablement stupide. « Mais, monsieur, je ne sais pas ce que vous... »« Je vous dis que mon ami Steinbock est ici. Sa femme se meurt. La chose vaut bien la peine que vous dérangiez votre maîtresse. » Et Stidmann s'en alla. « Oh, il y est, » se dit-il. En effet, Stidmann, qui resta quelques instants rue Vaneau, vit sortir Venceslas et lui fit signe de venir promptement. Après avoir raconté la tragédie qui se jouait rue Saint-Dominique, Stidmann gronda Steinbock de ne l'avoir pas prévenu de garder le secret sur le dîner de la veille. « Je suis perdu, » lui répondit Venceslas, « mais je te pardonne. J'ai tout à fait oublié notre rendez-vous ce matin, et j'ai commis la faute de ne pas te dire que nous devions avoir dîné chez Florent. Que veux-tu ? Cette Valérie m'a rendu fou. Mais, mon cher, elle vaut la gloire, elle vaut le malheur. Ah, mon Dieu, me voilà dans un terrible embarras. Conseille-moi, que dire, comment me justifier ? Te conseiller ? Je ne sais rien, répondit Stidmann. Mais tu es aimé de ta femme, n'est-ce pas ? Eh bien, elle croira tout. Dis-lui surtout que tu venais chez moi, pendant que j'allais chez toi.
Tu sauveras toujours ainsi la pause de ce matin. Adieu. » Au coin de la rue Hillerin-Bertin, Lisbeth, avertie par Reine et qui courait après Steinbock, le rejoignit, car elle craignait sa naïveté polonaise. Ne voulant pas être compromise, elle dit quelques mots à Wenceslas, qui, dans sa joie, l'embrassa en pleine rue. Elle avait tendu sans doute à l'artiste une planche pour passer ce détroit de la vie conjugale. À la vue de sa mère, arrivée en toute hâte, Hortense avait versé des torrents de larmes. Aussi, la crise nerveuse changea fort heureusement d'aspect. « Trahie, ma chère maman, lui dit-elle. Wenceslas, après m'avoir donné sa parole d'honneur de ne pas aller chez madame Marneffe, y a dîné hier et n'est rentré qu'à 1h15 du matin. Si tu savais, la veille, nous avions eu, non pas une querelle, mais une explication. Je lui avais dit des choses si touchantes. J'étais jalouse. Une infidélité me ferait mourir. J'étais ombrageuse. Il devait respecter mes faiblesses, puisqu'elles venaient de mon amour pour lui. J'avais dans les veines autant du sang de mon père que du tien. Dans le premier moment d'une trahison, je serais folle à faire des folies, à me venger, à nous déshonorer tous, lui, son fils et moi. Qu'enfin je pourrais le tuer et me tuer après, etc. Et il y est allé. Et il y est. Cette femme a entrepris de nous désoler tous. Hier, mon frère et Célestin se sont engagés pour retirer 72 000 francs de lettres de change souscrites pour cette vaurienne. Oui, maman, on allait poursuivre mon père et le mettre en prison. Cette horrible femme n'a-t-elle pas assez de mon père et de tes larmes? Pourquoi me prendre Wenceslas? J'irai chez elle, je la poignarderai. » Madame Hulot, atteinte au cœur par l'affreuse confidence que, dans sa rage, Hortense lui faisait sans le savoir, dompta sa douleur par un de ces héroïques efforts dont sont capables les héroïques grandes mères, et elle prit la tête de sa fille sur son sein pour la couvrir de baisers. « Attends, Wenceslas, mon enfant, et tout s'expliquera. Le mal ne doit pas être aussi grand que tu le penses. J'ai été trahie aussi, moi, ma chère Hortense. Tu me trouves belle, je suis vertueuse, et je suis cependant abandonnée depuis 23 ans pour des Jenny Cadine, des Josépha, des Marneffe. Le savais-tu? Toi, maman, toi, tu souffres cela depuis 20. Elle s'arrêta devant ses propres idées. Imite-moi, mon enfant, reprit la mère. Sois douce et bonne, et tu auras la conscience paisible. Au lit de mort, un homme se dit « Ma femme ne m'a jamais causé la moindre peine. » Et Dieu, qui entend ces derniers soupirs-là, nous les compte. Si je m'étais livrée à des fureurs comme toi, que serait-il arrivé? Ton père se serait aigri, peut-être m'aurait-il quitté, et il n'aurait pas été retenu par la crainte de m'affliger. Notre ruine, aujourd'hui consommée, l'eût été 10 ans plus tôt. Nous aurions offert le spectacle d'un mari et d'une femme vivant chacun de son côté. Scandale affreux, désolant, car c'est la mort de la famille. Ni ton frère, ni toi, vous n'eussiez pu vous établir. Je me suis sacrifiée, et si courageusement que, sans cette dernière liaison de ton père, le monde me croirait encore heureuse. Mon officieux et bien courageux mensonge a jusqu'à présent protégé Hector. Il est encore considéré. Seulement, cette passion de vieillard l'entraîne trop loin, je le vois. Sa folie, je le crains, crèvera le paravent que je mettais entre le monde et nous. Mais je l'ai tenu pendant 23 ans, ce rideau, derrière lequel je pleurais, sans mère, sans confident, sans autre secours que celui de la religion, et j'ai procuré 23 ans d'honneur à la famille. Hortense écoutait sa mère, les yeux fixes. La voix calme et la résignation de cette suprême douleur fit taire l'irritation de la première blessure chez la jeune femme. Les larmes la gagnèrent, elles revinrent à torrents. Dans un accès de piété filiale, écrasée par la sublimité de sa mère, elle se mit à genoux devant elle, saisit le bas de sa robe et la baisa, comme de pieux catholiques baisent les saintes reliques d'un martyr. « Lève-toi, mon Hortense, dit la baronne. Un pareil témoignage de ma fille efface de bien mauvais souvenirs. Viens sur mon cœur, oppressé de ton chagrin seulement. Le désespoir de ma pauvre petite fille, dont la joie était ma seule joie, a brisé le cachet sépulcral que rien ne devait lever de ma lèvre. Oui, je voulais emporter mes douleurs au tombeau, comme un suaire de plus. Pour calmer ta fureur, j'ai parlé. Dieu me pardonnera. Oh, si ma vie devait être ta vie, que ne ferais-je pas?
Les hommes, le monde, le hasard, la nature, Dieu, je crois, nous vendent l'amour au prix des plus cruelles tortures. Je payerais de 24 années de désespoir, de chagrins incessants, d'amertume, 10 années heureuses. Tu as eu 10 ans, chère maman, et moi 3 ans seulement, dit l'égoïste amoureuse. Rien n'est perdu, ma petite. Attends, Venceslas. Ma mère, dit-elle, il a menti, il m'a trompée, il m'a dit je n'irai pas, et il y est allé, et cela devant le berceau de son enfant. Pour leur plaisir, les hommes, mon ange, commettent les plus grandes lâchetés, des infamies, des crimes. C'est à ce qu'il paraît dans leur nature. Nous autres femmes, nous sommes vouées au sacrifice. Je croyais mes malheurs achevés, et ils commencent, car je ne m'attendais pas à souffrir doublement en souffrant dans ma fille. Courage et silence. Mon Hortense, jure-moi de ne parler qu'à moi de tes chagrins, de ne rien laisser voir devant des tiers. Oh, sois aussi fière que ta mère. En ce moment, Hortense tressaillit. Elle entendit le pas de son mari. « Il paraît, dit Venceslas en entrant, que Stidmann est venu pendant que j'étais allé chez lui. »« Vraiment ?» s'écria la pauvre Hortense, avec la sauvage ironie d'une femme offensée qui se sert de la parole comme d'un poignard. « Mais oui, nous venons de nous rencontrer, » répondit Venceslas en jouant l'étonnement. « Mais hier, » reprit Hortense. « Eh bien, je t'ai trompé, mon cher amour, et ta mère va nous juger. » Cette franchise desserra le cœur d'Hortense. Toutes les femmes vraiment nobles préfèrent la vérité au mensonge. Elles ne veulent pas voir leur idole dégradée, elles veulent être fières de la domination qu'elles acceptent. Il y a de ce sentiment chez les Russes à propos de leur tsar. « Écoutez, chère mère, dit Venceslas, j'aime tant ma bonne et douce Hortense que je lui ai caché l'étendue de notre détresse. Que voulez-vous ? Elle nourrissait encore, et des chagrins lui auraient fait bien du mal. Vous savez tous ce que risque alors une femme. Sa beauté, sa fraîcheur, sa santé sont en danger. Est-ce un tort ? Elle croit que nous ne devons que 5 000 francs, mais j'en dois 5 000 autres. Avant-hier, nous étions au désespoir. Personne au monde ne prête aux artistes. On se défie de nos talents tout autant que de nos fantaisies. J'ai frappé vainement à toutes les portes. Lisbeth nous a offert ses économies. « Pauvre fille, dit Hortense. « Pauvre fille, dit la baronne. Mais les 2 000 francs de Lisbeth, qu'est-ce ? Tout pour elle, rien pour nous. Alors la cousine nous a parlé. Tu sais, Hortense, de madame Marneffe, qui, par un amour-propre, devant tant au baron, ne prendrait pas le moindre intérêt. Hortense a voulu mettre ses diamants au mont-de-piété. Nous aurions eu quelques milliers de francs, et il nous en fallait 10 000. Ces 10 000 francs se trouvaient là, sans intérêt, pour 1 an. Je me suis dit, Hortense n'en saura rien, allons les prendre. Cette femme m'a fait inviter par mon beau-père à dîner hier, en me donnant à entendre que Lisbeth avait parlé, que j'aurais de l'argent. Entre le désespoir d'Hortense et ce dîner, je n'ai pas hésité. Voilà tout. Comment Hortense, à 24 ans, fraîche, pure et vertueuse, elle qui est tout mon bonheur et ma gloire, que je n'ai pas quittée depuis notre mariage, peut-elle imaginer que je lui préférerais, quoi, une femme tannée, fanée, panée, dit-il en employant une atroce expression de l'argot des ateliers pour faire croire à son mépris par une de ces exagérations qui plaisent aux femmes. « Ah, si ton père m'avait parlé comme cela !» s'écria la baronne. Hortense se jeta gracieusement au cou de son mari. « Oui, voilà ce que j'aurais fait, » dit Adeline. « Venceslas, mon ami, votre femme a failli mourir, » reprit-elle gravement. « Vous voyez combien elle vous aime. Elle est à vous, hélas, et elle soupira profondément. Il peut en faire une martyre ou une femme heureuse, se dit-elle à elle-même en pensant ce que pensent toutes les mères lors du mariage de leur fille. Il me semble, ajouta-t-elle à haute voix, que je souffre assez pour voir mes enfants heureux. Soyez tranquille, chère maman, dit Venceslas au comble du bonheur de voir cette crise heureusement terminée. Dans 2 mois, j'aurai rendu l'argent à cette horrible femme. Que voulez-vous ?
reprit-il en répétant ce mot essentiellement en polonais avec la grâce polonaise. Il y a des moments où l'on emprunterait au diable. C'est, après tout, l'argent de la famille. Et une fois invité, l'aurais-je eu, cet argent qui nous coûte si cher, si j'avais répondu par des grossièretés à une politesse ? Oh, maman, quel mal nous fait papa ! S'écria Hortense. La baronne mit un doigt sur ses lèvres, et Hortense regretta cette plainte, le premier blâme qu'elle laissait échapper sur un père si héroïquement protégé par un sublime silence. « Adieu, mes enfants, dit madame Hulot, voilà le beau temps revenu. Mais ne vous fâchez plus. » Quand, après avoir reconduit la baronne, Venceslas et sa femme furent revenus dans leur chambre, Hortense dit à son mari « Raconte-moi ta soirée. » Et elle épia le visage de Venceslas pendant ce récit, entrecoupé de ces questions qui se pressent sur les lèvres d'une femme en pareil cas. Ce récit rendit Hortense songeuse. Elle entrevoyait les diaboliques amusements que des artistes devaient trouver dans cette vicieuse société. « Sois franc, mon Venceslas. Il y avait là Stidmann, Claude Vignon, Vernisset, qui encore ? Enfin, tu t'es amusé. »« Moi ? Je ne pensais qu'à nos 10 000 francs, et je me disais, mon Hortense sera sans inquiétude. » Cet interrogatoire fatiguait énormément le Livonien, et il saisit un moment de gaieté pour dire à Hortense « Et toi, mon ange, qu'aurais-tu fait si ton artiste s'était trouvé coupable ?»« Moi, dit-elle d'un petit air décidé, j'aurais pris Stidmann, mais sans l'aimer, bien entendu. »« Hortense !» s'écria Steinbock en se levant avec brusquerie et par un mouvement théâtral. « Tu n'en aurais pas eu le temps, je t'aurais tué. » Hortense se jeta sur son mari, l'embrassa à l'étouffer, le couvrit de caresses et lui dit « Ah, tu m'aimes, Venceslas. Va, je ne crains rien. Mais plus de Marneffe. Ne te plonge plus jamais dans de semblables bourbiers. » « Je te jure, ma chère Hortense, que je n'y retournerai que pour retirer mon billet. » Elle bouda, mais comme boudent les femmes aimantes qui veulent les bénéfices d'une bouderie. Venceslas, fatigué d'une pareille matinée, laissa bouder sa femme et partit pour son atelier y faire la maquette du groupe de Samson et Dalila, dont le dessin était dans sa poche. Hortense, inquiète de sa bouderie et croyant Venceslas fâché, vint à l'atelier au moment où son mari finissait de fouiller sa glaise avec cette rage qui pousse les artistes en puissance de fantaisie. À l'aspect de sa femme, il jeta vivement un linge mouillé sur le groupe ébauché et prit Hortense dans ses bras en lui disant « Ah, nous ne sommes pas fâchés, n'est-ce pas, ma Minette ?» Hortense avait vu le groupe, le linge jeté dessus, elle ne dit rien. Mais avant de quitter l'atelier, elle se retourna, saisit le chiffon, regarda l'esquisse et demanda « Qu'est-ce que cela ?»« Un groupe dont l'idée m'est venue. »« Et pourquoi me l'as-tu caché ?»« Je voulais ne te le montrer que fini. »« La femme est bien jolie, » dit Hortense. Et 1000 soupçons poussèrent dans son âme, comme poussent, dans les Indes, ces végétations, grandes et touffues, du jour au lendemain. Au bout de 3 semaines environ, madame Marneffe fut profondément irritée contre Hortense. Les femmes de cette espèce ont leur amour-propre, elles veulent qu'on baise l'ergot du diable, elles ne pardonnent jamais à la vertu qui ne redoute pas leur puissance ou qui lutte avec elle. Or, Venceslas n'avait pas fait une seule visite rue Vaneau, pas même celle qu'exigeait la politesse après la pose d'une femme en Dalila. Chaque fois que Lisbeth était allée chez les Steinbock, elle n'avait trouvé personne au logis. Monsieur et madame vivaient à l'atelier. Lisbeth, qui relança les 2 tourtereaux jusque dans leur nid du gros caillou, vit Venceslas travaillant avec ardeur et apprit par la cuisinière que madame ne quittait jamais monsieur. Venceslas subissait le despotisme de l'amour. Valérie épousa donc, pour son compte, la haine de Lisbeth envers Hortense. Les femmes tiennent autant aux amants qu'on leur dispute que les hommes tiennent aux femmes qui sont désirées par plusieurs fats. Aussi, les réflexions faites à propos de madame Marneffe s'appliquent-elles parfaitement aux hommes à bonne fortune qui sont des espèces de courtisanes hommes. Le caprice de Valérie fut une rage. Elle voulait avoir surtout son groupe, et elle se proposait, un matin,
d'aller à l'atelier voir Venceslas quand survint un de ces événements graves qui peuvent s'appeler pour ces sortes de femmes fructus belli. Voici comment Valérie donna la nouvelle de ce fait entièrement personnel. Elle déjeunait avec Lisbeth et M. Marneffe. « Dis donc, Marneffe, te doutes-tu d'être père pour la seconde fois ?»« Vraiment ? Tu serais grosse ? » ?»« Oh, laisse-moi t'embrasser. » Il se leva, fit le tour de la table, et sa femme lui tendit le front de manière que le baiser glissa sur les cheveux. « De ce coup-là, reprit-il, je suis chef de bureau et officier de la Légion d'honneur. Ah, ça, ma petite, je ne veux pas que Stanislas soit ruiné. Pauvre petit. »« Pauvre petit » s'écria Lisbeth. « Il y a 7 mois que vous ne l'avez vu. Je passe à la pension pour être sa mère, car je suis la seule de la maison qui s'occupe de lui. »« Un enfant qui nous coûte 100 écus tous les 3 mois, dit Valérie. D'ailleurs, c'est ton enfant, celui-là, Marneffe. Tu devrais bien payer sa pension sur tes appointements. Le nouveau, loin de produire des mémoires de marchand de soupe, nous sauvera de la misère. »« Valérie, répondit Marneffe en imitant Crevel en position. J'espère que monsieur le baron Hulot aura soin de son fils et qu'il n'en chargera pas un pauvre employé. Je compte me montrer très exigeant avec lui. Aussi, prenez vos sûretés, madame. Tâchez d'avoir de lui des lettres où il vous parle de son bonheur, car il se fait un peu trop tirer l'oreille pour ma nomination. » Et Marneffe partit pour le ministère, où la précieuse amitié de son directeur lui permettait d'aller à son bureau vers 11 heures. Il y faisait d'ailleurs peu de besogne, vu son incapacité notoire et son aversion pour le travail. Une fois seules, Lisbeth et Valérie se regardèrent pendant un moment comme des augures et partirent ensemble d'un immense éclat de rire. « Voyons, Valérie, est-ce vrai ?» dit Lisbeth, « ou n'est-ce qu'une comédie ?»« C'est une vérité physique, » répondit Valérie. « Hortense m'embête. Et cette nuit, je pensais à lancer cet enfant comme une bombe dans le ménage de Venceslas. » Valérie rentra dans sa chambre, suivie de Lisbeth, et lui montra tout écrite la lettre suivante. « Venceslas, mon ami, je crois encore à ton amour, quoique je ne t'ai pas vu depuis bientôt 20 jours. Est-ce du dédain ? Dalila ne le saurait penser. N'est-ce pas plutôt un effet de la tyrannie d'une femme que tu m'as dit ne pouvoir plus aimer ? Venceslas, tu es un trop grand artiste pour te laisser ainsi dominer. Le ménage est le tombeau de la gloire. Vois si tu ressembles au Venceslas de la rue du Doyenné. Tu as raté le monument de mon père. Mais chez toi, l'amant est bien supérieur à l'artiste. Tu es plus heureux avec la fille. Tu es père, mon adoré Venceslas. Si tu ne venais pas me voir dans l'état où je suis, tu passerais pour bien mauvais homme aux yeux de tes amis. Mais, je le sens, je t'aime si follement que je n'aurai jamais la force de le maudire. Puis-je me dire toujours « ta Valérie ». Que dis-tu de mon projet d'envoyer cette lettre à l'atelier au moment où notre chère Hortense y sera seule ? Demanda Valérie à Lisbeth. Hier au soir, j'ai su par Stidmann que Venceslas doit l'aller prendre à 11 heures pour une affaire chez Chanor. Ainsi, cette gaupe d'Hortense sera seule. Après un tour semblable, répondit Lisbeth, je ne pourrai plus rester ostensiblement ton amie, et il faudra que je te donne congé, que je sois censée ne plus te voir, ni même te parler. Évidemment, dit Valérie, mais... Oh, sois tranquille, répondit Lisbeth. Nous nous reverrons quand je serai madame la maréchale. Ils le veulent maintenant tous. Le baron seul ignore ce projet. Mais tu le décideras. Mais, répondit Valérie, il est possible que je sois bientôt en délicatesse avec le baron. Madame Olivier est la seule qui puisse se faire bien surprendre la lettre par Hortense, dit Lisbeth. Il faut l'envoyer d'abord rue Saint-Dominique avant d'aller à l'atelier. Oh, notre petite belote sera chez elle, répondit madame Marneffe en sonnant reine pour faire demander madame Olivier. 10 minutes après l'envoi de cette fatale lettre, le baron Hulot vint. Madame Marneffe s'élança, par un mouvement de chatte, au cou du vieillard. « Hector, tu es père, lui dit-elle à l'oreille. Voilà ce que c'est que de se brouiller et de se raccommoder. » En voyant un certain étonnement que le baron ne dissimula pas assez promptement, Valérie prit un air froid qui désespéra le conseiller d'État.
Elle se fit arracher les preuves les plus décisives, une à une. Lorsque la conviction, que la vanité prit doucement par la main, fut entrée dans l'esprit du vieillard, elle lui parla de la fureur de M. Marneffe. « Mon vieux grognard, lui dit-elle, il t'est bien difficile de ne pas faire nommer ton éditeur responsable, notre gérant, si tu veux, chef de bureau et officier de la Légion d'honneur. Car tu l'as ruiné, cet homme. Il adore son Stanislas, ce petit monstricot qui tient de lui, et que je ne puis souffrir. À moins que tu ne préfères donner une rente de 1200 francs à Stanislas, en nue propriété, bien entendu, l'usufruit en mon nom. Mais si je fais des rentes, je préfère que ce soit au nom de mon fils, et non au monstricot, dit le baron. Cette phrase imprudente, où le mot « mon fils » passa gros comme un fleuve débordant, fut transformée, au bout d'1 heure de conversation, en une promesse formelle de faire 1200 francs de rente à l'enfant à venir. Puis, cette promesse fut, sur la langue et la physionomie de Valérie, ce qu'est un tambour entre les mains d'un marmot. Elle devait en jouer pendant 20 jours. Au moment où le baron Hulot, heureux comme le marié d'un an qui désire un héritier, sortait de la rue Vaneau, madame Olivier s'était fait arracher, par Hortense, la lettre qu'elle devait remettre à monsieur le comte en main propre. La jeune femme paya cette lettre d'1 pièce de 20 francs. Le suicide paye son opium, son pistolet, son charbon. Hortense lut la lettre. Elle la relut. Elle ne voyait que ce papier blanc bariolé de lignes noires. Il n'y avait que ce papier dans la nature. Tout était noir autour d'elle. La lueur de l'incendie qui dévorait l'édifice de son bonheur éclairait le papier, car la nuit la plus profonde régnait autour d'elle. Les cris de son petit Venceslas, qui jouait, parvenaient à son oreille comme s'il eût été dans le fond d'un vallon et qu'elle eût été sur un sommet. Outragée à 24 ans, dans tout l'éclat de la beauté, parée d'un amour pur et dévoué, c'était non pas un coup de poignard, mais la mort. La première attaque avait été purement nerveuse. Le corps s'était tordu sous l'étreinte de la jalousie, mais la certitude attaqua l'âme. Le corps fut anéanti. Hortense demeura pendant 10 minutes environ sous cette oppression. Le fantôme de sa mère lui apparut et lui fit une révolution. Elle devint calme et froide. Elle recouvra sa raison. Elle sonna. « Que Louise, ma chère, dit-elle à la cuisinière, vous aide. Vous allez faire, le plus tôt possible, des paquets de tout ce qui est à moi ici, et de tout ce qui regarde mon fils. Je vous donne 1 heure. Quand tout sera prêt, allez chercher sur la place une voiture et prévenez-moi. Pas d'observation. Je quitte la maison et j'emmène Louise. Vous resterez, vous, avec monsieur. Ayez bien soin de lui. » Elle passa dans sa chambre, se mit à sa table et écrivit la lettre suivante. « Monsieur le comte, la lettre jointe à la mienne vous expliquera la cause de la résolution que j'ai prise. Quand vous lirez ces lignes, j'aurai quitté votre maison et je me serai retirée auprès de ma mère avec notre enfant. Ne comptez pas que je revienne jamais sur ce parti. Ne croyez pas à l'emportement de la jeunesse, à son irréflexion, à la vivacité de l'amour jeune offensé. Vous vous tromperiez étrangement. J'ai prodigieusement pensé, depuis 15 jours, à la vie, à l'amour, à notre union, à nos devoirs mutuels. J'ai connu, dans son entier, le dévouement de ma mère. Elle m'a dit ses douleurs. Elle est héroïque tous les jours, depuis 23 ans. Mais je ne me sens pas la force de l'imiter. Non que je vous ai aimé moins qu'elle aime mon père, mais par des raisons tirées de mon caractère. Notre intérieur deviendrait un enfer, et je pourrais perdre la tête au point de vous déshonorer, de me déshonorer, de déshonorer notre enfant. Je ne veux pas être une madame Marneffe. Et dans cette carrière, une femme de ma trempe ne s'arrêterait peut-être pas. Je suis, malheureusement pour moi, une Hulot et non pas une Fischer. Seule et loin du spectacle de vos désordres, je réponds de moi, surtout occupée de notre enfant, près de ma forte et sublime mère, dont la vie agira sur les mouvements tumultueux de mon cœur. Là, je puis être une bonne mère, bien élever notre fils et vivre. Chez vous, la femme tuerait la mère, et des querelles incessantes aigriraient mon caractère. J'accepterai la mort d'un coup, mais je ne veux pas être malade pendant 25 ans comme ma mère. Si vous m'avez trahi après 3 ans d'un amour absolu, continu, pour la maîtresse de votre beau-père, quel rival ne me donneriez-vous pas plus tard ?
Ah, monsieur, vous commencez bien plus tôt que mon père, cette carrière de libertinage, de prodigalité qui déshonore un père de famille, qui diminue le respect des enfants, et au bout de laquelle se trouvent la honte et le désespoir. Je ne suis point implacable, des sentiments inflexibles ne conviennent point à des êtres faibles qui vivent sous l'œil de Dieu. Si vous conquérez gloire et fortune par des travaux soutenus, si vous renoncez aux courtisanes, aux sentiers ignobles et bourbeux, vous retrouverez une femme digne de vous. Je vous crois trop gentilhomme pour recourir à la loi. Vous respecterez ma volonté, monsieur le comte, en me laissant chez ma mère. Et, surtout, ne vous y présentez jamais. Je vous ai laissé tout l'argent que vous a prêté cette odieuse femme. Adieu. Hortense Hulot. Cette lettre fut péniblement écrite. Hortense s'abandonnait aux pleurs, aux cris de la passion égorgée. Elle quittait et reprenait la plume pour exprimer simplement ce que l'amour déclame ordinairement dans ses lettres testamentaires. Le cœur s'exhalait en interjections, en plaintes, en pleurs, mais la raison dictait. La jeune femme, avertie par Louise que tout était prêt, parcourut lentement le jardinet, la chambre, le salon, y regarda tout pour la dernière fois. Puis elle fit à la cuisinière les recommandations les plus vives pour qu'elle veillât au bien-être de monsieur, en lui promettant de la récompenser si elle voulait être honnête. Enfin, elle monta dans la voiture pour se rendre chez sa mère, le cœur brisé, pleurant à faire peine à sa femme de chambre et couvrant le petit Venceslas de baisers avec une joie délirante qui trahissait encore bien de l'amour pour le père. La baronne savait déjà par Lisbeth que le beau-père était pour beaucoup dans la faute de son gendre. Elle ne fut pas surprise de voir arriver sa fille. Elle l'approuva et consentit à la garder près d'elle. Adeline, en voyant que la douceur et le dévouement n'avaient jamais arrêté son Hector, pour qui son estime commençait à diminuer, trouva que sa fille avait raison de prendre une autre voie. En 20 jours, la pauvre mère venait de recevoir 2 blessures dont les souffrances surpassaient toutes ses tortures passées. Le baron avait mis Victorin et sa femme dans la gêne. Puis il était la cause, suivant Lisbeth, du dérangement de Venceslas. Il avait dépravé son gendre. La majesté de ce père de famille, maintenu pendant si longtemps par des sacrifices insensés, était dégradée. Sans regretter leur argent, les Hulot jeunes concevaient à la fois de la défiance et des inquiétudes à l'égard du baron. Ce sentiment assez visible affligeait profondément Adeline. Elle pressentait la dissolution de la famille. La baronne logea sa fille dans la salle à manger, qui fut promptement transformée en chambre à coucher grâce à l'argent du maréchal, et l'antichambre devint, comme dans beaucoup de ménages, la salle à manger. Quand Venceslas revint chez lui, quand il eut achevé de lire les 2 lettres, il éprouva comme un sentiment de joie mêlé de tristesse. Gardé pour ainsi dire à vue par sa femme, il s'était intérieurement rebellé contre ce nouvel emprisonnement à la Lisbeth. Gorgé d'amour depuis 3 ans, il avait, lui aussi, réfléchi pendant ces derniers 15 jours, et il trouvait la famille lourde à porter. Il venait de s'entendre félicité par Stidmann sur la passion qu'il inspirait à Valérie, car Stidmann, dans une arrière-pensée assez concevable, jugeait à propos de flatter la vanité du mari d'Hortense en espérant consoler la victime. Venceslas fut donc heureux de pouvoir retourner chez madame Marneffe. Mais il se rappela le bonheur entier et pur dont il avait joui, les perfections d'Hortense, sa sagesse, son innocent et naïf amour, et il la regretta vivement. Il voulut courir chez sa belle-mère et obtenir son pardon, mais il fit comme Hulot et Crevel, il alla voir madame Marneffe, à laquelle il apporta la lettre de sa femme pour lui montrer le désastre dont elle était la cause, et, pour ainsi dire, escompter ce malheur, en demandant en retour des plaisirs à sa maîtresse. Il trouva Crevel chez Valérie. Le maire, bouffi d'orgueil, allait et venait dans le salon, comme un homme agité par des sentiments tumultueux. Il se mettait en position comme s'il voulait parler, et il n'osait. Sa physionomie resplendissait, et il courait à la croisée tambouriner de ses doigts sur les vitres. Il regardait Valérie d'un air touché, attendri. Heureusement pour Crevel, Lisbeth entra. « Cousine, lui dit-il à l'oreille, vous savez la nouvelle ? Je suis père. Il me semble que j'aime moins ma pauvre Célestine. Oh, ce que c'est que d'avoir un enfant d'une femme qu'on idolâtre !»
Joindre la paternité du cœur à la paternité du sang. Oh, voyez-vous, dites-le à Valérie. Je vais travailler pour cet enfant. Je le veux riche. Elle m'a dit qu'elle croyait, à certains indices, que ce serait un garçon. Si c'est un garçon, je veux qu'il se nomme Crevel. Je consulterai mon notaire. Je sais combien elle vous aime, dit Lisbeth, mais au nom de votre avenir et du sien, contenez-vous. Ne vous frottez pas les mains à tout moment. Pendant que Lisbeth faisait cet aparté avec Crevel, Valérie avait redemandé sa lettre à Venceslas, et elle lui tenait à l'oreille des propos qui dissipaient sa tristesse. « Te voilà libre, mon ami, dit-elle. Est-ce que les grands artistes devraient se marier? Vous n'existez que par la fantaisie et par la liberté. Va, je t'aimerai tant, mon cher poète, que tu ne regretteras jamais ta femme. Mais cependant, si comme beaucoup de gens tu veux garder le décorum, je me charge de faire revenir Hortense chez toi dans peu de temps. »« Oh, si c'était possible !»« J'en suis sûre, dit Valérie piquée. Ton pauvre beau-père est un homme fini sous tous les rapports, qui, par amour-propre, veut avoir l'air d'être aimé, veut faire croire qu'il a une maîtresse, et il a tant de vanité sur cet article que je le gouverne entièrement. La baronne aime encore tant son vieil Hector. Il me semble toujours parler de l'Iliade. Que les deux vieux obtiendront d'Hortense ton raccommodement. Seulement, si tu ne veux pas avoir des orages chez toi, ne reste pas 20 jours sans venir voir ta maîtresse. Je me mourrai. Mon petit, on doit des égards quand on est gentilhomme à une femme qu'on a compromise au point où je le suis, surtout quand cette femme a bien des ménagements à prendre pour sa réputation. Reste à dîner, mon ange, et songe que je dois être d'autant plus froide avec toi que tu es l'auteur de cette trop visible faute. On annonça le baron Montès. Valérie se leva, courut à sa rencontre, lui parla pendant quelques instants à l'oreille et fit avec lui les mêmes réserves pour son maintien qu'elle venait de faire avec Venceslas. Car le Brésilien eut une constance diplomatique appropriée à la grande nouvelle qui le comblait de joie. Il était certain de sa paternité, lui. Grâce à cette stratégie basée sur l'amour-propre de l'homme à l'état d'amant, Valérie eut à sa table, tout joyeux, animé, charmé, 4 hommes se croyant adorés, et que Marneffe nomma plaisamment à Lisbeth, en s'y comprenant, les 5 pères de l'Église. Le baron Hulot montra d'abord une figure soucieuse. Voilà pourquoi. Au moment de quitter son cabinet, il était venu voir le directeur du personnel, un général, son camarade depuis 30 ans, et il lui avait parlé de nommer Marneffe à la place de Coquet, qui consentait à donner sa démission. « Mon cher ami, lui dit-il, je ne voudrais pas demander cette faveur au maréchal sans que nous soyons d'accord et que j'ai eu votre agrément. »« Mon cher ami, répondit le directeur du personnel, permettez-moi de vous faire observer que, pour vous-même, vous ne devriez pas insister sur cette nomination. Je vous ai déjà dit mon opinion. Ce serait un scandale dans les bureaux, où l'on s'occupe déjà beaucoup trop de vous et de madame Marneffe. Ceci, bien entre nous. Je ne veux pas attaquer votre endroit sensible, ni vous désobliger en quoi que ce soit. Je vais vous en donner la preuve. Si vous y tenez absolument, si vous voulez demander la place de M. Coquet, qui sera vraiment une perte pour les bureaux de la guerre, il y est depuis 1809. Je partirai pour 15 jours à la campagne, afin de vous laisser le champ libre auprès du maréchal qui vous aime comme son fils. Je ne serai donc ni pour ni contre, et je n'aurai rien fait contre ma conscience d'administrateur. « Je vous remercie, répondit le baron. Je réfléchirai à ce que vous venez de me dire. Si je me permets cette observation, mon cher ami, c'est qu'il y va beaucoup plus de votre intérêt personnel que de mon affaire ou de mon amour-propre. Le maréchal est le maître, d'abord. Puis, mon cher, on nous reproche tant de choses, qu'une de plus ou de moins. Nous n'en sommes pas à notre virginité en fait de critique. Sous la Restauration, on a nommé des gens pour leur donner des appointements et sans s'embarrasser du service. Nous sommes de vieux camarades. Oui, répondit le baron, et c'est bien pour ne pas altérer notre vieille et précieuse amitié que je... Allons, reprit le directeur du personnel, en voyant l'embarras peint sur la figure de Hulot. Je voyagerai, mon vieux. Mais prenez garde, vous avez des ennemis, c'est-à-dire des gens qui convoitent votre magnifique traitement,
et vous n'êtes amarré que sur une ancre. Ah, si vous étiez député comme moi, vous ne craindriez rien. Aussi, tenez-vous bien. » Ce discours, plein d'amitié, fit une vive impression sur le conseiller d'État. « Mais enfin, Roger, qu'y a-t-il ? Ne faites pas le mystérieux avec moi. » Le personnage que Hulot nommait Roger regarda Hulot, lui prit la main, la lui serra. « Nous sommes de trop vieux amis pour que je ne vous donne pas un avis. Si vous voulez rester, il faudrait vous faire votre lit de repos vous-même. Ainsi, dans votre position, au lieu de demander au maréchal la place de M. Coquet, pour M. Marneffe, je le prierais d'user de son influence pour me réserver le conseil d'État en service ordinaire, où je mourrais tranquille. Et, comme le castor, j'abandonnerais ma direction générale aux chasseurs. » Comment ? Le maréchal oublierait ? Mon vieux, le maréchal vous a si bien défendu en plein conseil des ministres qu'on ne songe plus à vous dégommer. Mais il en a été question. Ainsi, ne donnez pas de prétexte. Je ne veux pas vous en dire davantage. En ce moment, vous pouvez faire vos conditions, être conseiller d'État et pair de France. Si vous attendez trop, si vous donnez prise sur vous, je ne réponds de rien. Dois-je voyager ? Attendez, je verrai le maréchal, répondit Hulot, et j'enverrai mon frère sonder le terrain près du patron. On peut comprendre en quelle humeur revint le baron chez madame Marneffe. Il avait presque oublié qu'il était père, car Roger venait de faire acte de vraie et bonne camaraderie en lui éclairant sa position. Néanmoins, telle était l'influence de Valérie qu'au milieu du dîner, le baron se mit à l'unisson et devint d'autant plus gai qu'il avait plus de soucis à étouffer. Mais le malheureux ne se doutait pas que, dans cette soirée, il allait se trouver entre son bonheur et le danger signalé par le directeur du personnel, c'est-à-dire forcé d'opter entre madame Marneffe et sa position. Vers 11h, au moment où la soirée atteignait à son apogée d'animation, car le salon était plein de monde, Valérie prit avec elle Hector dans un coin de son divan. « Mon bon vieux, lui dit-elle à l'oreille, ta fille s'est si fort irritée de ce que Venceslas vient ici qu'elle l'a planté là. C'est une mauvaise tête, qu'Hortense. Demande à Venceslas de voir la lettre que cette petite sotte lui a écrite. Cette séparation de deux amoureux dont on veut que je sois la cause peut me faire un tort inouï, car voilà la manière dont s'attaquent entre elles les femmes vertueuses. C'est un scandale que de jouer à la victime pour jeter le blâme sur une femme qui n'a d'autre tort que d'avoir une maison agréable. Si tu m'aimes, tu me disculperas en rapatriant les deux tourtereaux. Je ne tiens pas du tout, d'ailleurs, à recevoir ton gendre. C'est toi qui me l'as amené, remporte-le. Et si tu as de l'autorité dans ta famille, il me semble que tu pourrais bien exiger de ta femme qu'elle fît ce raccommodement. Dis-lui de ma part, à cette bonne vieille, que si l'on me donne injustement le tort d'avoir brouillé un jeune ménage, de troubler l'union d'une famille et de prendre à la fois le père et le gendre, je mériterai ma réputation en les tracassant à ma façon. Ne voilà-t-il pas Lisbeth qui parle de me quitter ? Elle me préfère sa famille. Je ne veux pas l'en blâmer. Elle ne reste ici, m'a-t-elle dit, que si les jeunes gens se raccommodent. Nous voilà propres. La dépense sera triplée ici. Oh, quant à cela, dit le baron en apprenant l'esclandre de sa fille, j'y mettrai bon ordre. Eh bien, reprit Valérie, à autre chose. Et la place de Coquet ? Ceci, répondit Hector en baissant les yeux, est plus difficile. Pour ne pas dire impossible. Impossible, mon cher Hector, dit madame Marneffe à l'oreille du baron. Mais tu ne sais pas à quelle extrémité va se porter Marneffe. Je suis en son pouvoir. Il est immoral dans son intérêt, comme la plupart des hommes, mais il est excessivement vindicatif à la façon des petits esprits, des impuissants. Dans la situation où tu m'as mise, je suis à sa discrétion. Obligé de me remettre avec lui pour quelques jours, il est capable de ne plus quitter ma chambre. Hulot fit un prodigieux haut-le-corps. Il me laissait tranquille, à la condition d'être chef de bureau. C'est infâme, mais c'est logique. Valérie, m'aimes-tu ? Cette question dans l'état où je suis est, mon cher, une injustice de laquais. Eh bien, si je veux tenter, seulement tenter,
de demander au maréchal une place pour Marneffe, je ne suis plus rien, et Marneffe est destitué. » « Je croyais que le prince et toi, vous étiez deux amis intimes. »« Certes, il me l'a bien prouvé, mais, mon enfant, au-dessus du maréchal, il y a quelqu'un, et il y a encore tout le conseil des ministres, par exemple. Avec un peu de temps, en louvoyant, nous arriverons. Pour réussir, il faut attendre le moment où l'on me demandera quelque service à moi. Je pourrai dire alors « Je vous passe la casse. Poussez-moi le séné. » Et si je dis cela, mon pauvre Hector, à Marneffe, il nous jouera quelques méchants tours. Tiens, dis-lui toi-même qu'il faut attendre. Je ne m'en charge pas. Oh, je connais mon sort. Il sait comment me punir. Il ne quittera pas ma chambre. N'oublie pas les 1200 francs de rente pour le petit. » Hulot prit M. Marneffe à part, en se sentant menacé dans son plaisir. Et, pour la première fois, il quitta le ton hautain qu'il avait gardé jusqu'alors, tant il était épouvanté par la perspective de cet agonisant dans la chambre de cette jolie femme. « Marneffe, mon cher ami, dit-il, il a été question de vous aujourd'hui. Mais vous ne serez pas chef de bureau d'emblée. Il nous faut du temps. »« Je le serai, monsieur le baron, » répliqua nettement Marneffe. « Mais, mon cher, je le serai, monsieur le baron, » répéta froidement Marneffe en regardant alternativement le baron et Valérie. « Vous avez mis ma femme dans la nécessité de se raccommoder avec moi. Je la garde. Car, mon cher ami, elle est charmante, ajouta-t-il avec une épouvantable ironie. Je suis le maître ici, plus que vous ne l'êtes au ministère. » Le baron sentit en lui-même une de ces douleurs que produisent dans le cœur l'effet d'une rage de dents, et il faillit laisser voir des larmes dans ses yeux. Pendant cette courte scène, Valérie notifiait à l'oreille de Henri Montès la prétendue volonté de Marneffe, et se débarrassait ainsi de lui pour quelque temps. Des 4 fidèles, Crevel, seul, possesseur de sa petite maison économique, était excepté de cette mesure. Aussi montrait-il sur sa physionomie un air de béatitude vraiment insolent, malgré les espèces de réprimandes que lui adressait Valérie par des froncements de sourcils et des mines significatives. Mais sa radieuse paternité se jouait dans tous ses traits. À un mot de reproche que Valérie alla lui jeter à l'oreille, il la saisit par la main et lui répondit « Demain, ma duchesse, tu auras ton petit hôtel. C'est demain l'adjudication définitive. »« Et le mobilier ?» répondit-elle en souriant. « J'ai 1000 actions de Versailles, rive gauche, achetées à 125 francs, et elles iront à 300 à cause d'une fusion de 2 chemins, dans le secret de laquelle j'ai été mis. Tu seras meublée comme une reine. Mais tu ne seras plus qu'à moi, n'est-ce pas ? » « Oui, gros-mère, » dit en souriant cette madame de Merteuil bourgeoise. « Mais de la tenue, respecte la future madame Crevel. »« Mon cher cousin, » disait Lisbeth au baron, « je serai demain chez Adeline de bonne heure, car, vous comprenez, je ne peux décemment rester ici. J'irai tenir le ménage de votre frère, le maréchal. »« Je retourne ce soir chez moi, » dit le baron. « Eh bien, j'y viendrai déjeuner demain, » répondit Lisbeth en souriant. Elle comprit combien sa présence était nécessaire à la scène de famille qui devait avoir lieu le lendemain. Aussi, dès le matin, alla-t-elle chez Victorin, à qui elle apprit la séparation d'Hortense et de Wenceslas. Lorsque le baron entra chez lui, vers 10h30 du soir, Mariette et Louise, dont la journée avait été laborieuse, fermaient la porte de l'appartement. Hulot n'eut donc pas besoin de sonner. Le mari, très contrarié d'être vertueux, alla droit à la chambre de sa femme, et, par la porte entr'ouverte, il la vit prosternée devant son crucifix, abîmée dans la prière, et dans une de ces poses expressives qui font la gloire des peintres ou des sculpteurs, assez heureux pour les bien rendre après les avoir trouvés. Adeline, emportée par l'exaltation, disait à haute voix « Mon Dieu, faites-nous la grâce de l'éclairer !» Ainsi la baronne priait pour son Hector. À ce spectacle, si différent de celui qu'il quittait, en entendant cette phrase dictée par l'événement de cette journée, le baron, attendri, laissa partir un soupir. Adeline se retourna, le visage couvert de larmes. Elle crut si bien sa prière exaucée qu'elle fit un bond et saisit son Hector avec la force que donne la passion heureuse. Adeline avait dépouillé tout intérêt de femme, la douleur éteignait jusqu'au souvenir.
Il n'y avait plus en elle que maternité, honneur de famille, et l'attachement le plus pur d'une épouse chrétienne pour un mari fourvoyé, cette sainte tendresse qui survit à tout dans le cœur de la femme. Tout cela se devinait. « Hector, dit-elle enfin, nous reviendrais-tu ? Dieu prendrait-il en pitié notre famille ?» « Chère Adeline, reprit le baron en entrant et asseyant sa femme sur un fauteuil à côté de lui, tu es la plus sainte créature que je connaisse, et il y a longtemps que je ne me trouve plus digne de toi. »« Tu aurais peu de choses à faire, mon ami, dit-elle en tenant la main de Hulot et tremblant si fort qu'elle semblait avoir un tic nerveux. Bien peu de choses pour rétablir l'ordre. Elle n'osa poursuivre. Elle sentit que chaque mot serait un blâme, et elle ne voulait pas troubler le bonheur que cette entrevue lui versait à torrents dans l'âme. « Hortense m'amène ici, » reprit Hulot. « Cette petite fille peut nous faire plus de mal par sa démarche précipitée que nous en a fait mon absurde passion pour Valérie. Mais nous causerons de tout cela demain matin. Hortense dort, m'a dit Mariette. Laissons-la tranquille. »« Oui, » dit madame Hulot, envahie soudain par une profonde tristesse. Elle devina que le baron revenait chez lui, ramené moins par le désir de voir sa famille que par un intérêt étranger. « Laissons-la tranquille encore demain, car la pauvre enfant est dans un état déplorable. Elle a pleuré pendant toute la journée, dit la baronne. Le lendemain, à 9h du matin, le baron, en attendant sa fille à laquelle il avait fait dire de venir, se promenait dans l'immense salon inhabité, cherchant des raisons à donner pour vaincre l'entêtement le plus difficile à dompter, celui d'une jeune femme offensée et implacable, comme l'est la jeunesse irréprochable, à qui les honteux ménagements du monde sont inconnus, parce qu'elle en ignore les passions et les intérêts. « Me voici, papa », dit d'une voix tremblante Hortense que ses souffrances avaient pâli. Hulot, assis sur une chaise, prit sa fille par la taille et la força de se mettre sur ses genoux. « Eh bien, mon enfant, dit-il en l'embrassant au front, il y a donc de la brouille dans le ménage et nous avons fait un coup de tête. Ce n'est pas d'une fille bien élevée. Mon Hortense ne devait pas prendre à elle seule un parti décisif, comme celui de quitter sa maison, d'abandonner son mari, sans consulter ses parents. Si ma chère Hortense était venue voir sa bonne et excellente mère, elle ne m'aurait pas causé le violent chagrin que je ressens. Tu ne connais pas le monde, il est bien méchant. On peut dire que c'est ton mari qui t'a renvoyé à tes parents. Les enfants élevés, comme vous, dans le giron maternel, restent plus longtemps enfants que les autres. Ils ne savent pas la vie. La passion naïve et fraîche, comme celle que tu as pour Venceslas, ne calcule malheureusement rien. Elle est toute à ses premiers mouvements. Notre petit cœur part, la tête suit. On brûlerait Paris pour se venger, sans penser à la cour d'assises. Quand ton vieux père vient te dire que tu n'as pas gardé les convenances, tu peux le croire. Et je ne te parle pas encore de la profonde douleur que j'ai ressentie. Elle est bien amère, car tu jettes le blâme sur une femme dont le cœur ne t'est pas connu, dont l'inimitié peut devenir terrible. Hélas, toi, si pleine de candeur, d'innocence, de pureté, tu ne doutes de rien. Tu peux être sali, calomnié. D'ailleurs, mon cher petit ange, tu as pris au sérieux une plaisanterie. Et je puis, moi, te garantir l'innocence de ton mari, Madame Marneffe. » Jusque-là, le baron, comme un artiste diplomate, modulait admirablement bien ses remontrances. Il avait, comme on le voit, supérieurement ménagé l'introduction de ce nom, mais, en l'entendant, Hortense fit le geste d'une personne blessée au vif. « Écoutez-moi, j'ai de l'expérience et j'ai tout observé, » reprit le père en empêchant sa fille de parler. « Cette dame traite ton mari très froidement. Oui, tu as été l'objet d'une mystification. Je vais t'en donner les preuves. Tiens, hier, Venceslas était à dîner. »« Il y dînait ?» demanda la jeune femme en se dressant sur ses pieds et regardant son père avec l'horreur peinte sur le visage. « Hier, après avoir lu ma lettre ? Oh, mon Dieu ! Pourquoi ne suis-je pas entrée dans un couvent au lieu de me marier ? Ma vie n'est plus à moi. J'ai un enfant, » ajouta-t-elle en sanglotant. Ses larmes atteignirent madame Hulot au cœur. Elle sortit de sa chambre. Elle courut à sa fille, la prit dans ses bras
et lui fit de ces questions stupides de douleur, les premières qui viennent sur les lèvres. « Voilà les larmes, se disait le baron. Tout allait si bien. Maintenant, que faire avec des femmes qui pleurent ?»« Mon enfant, dit la baronne à Hortense, écoute ton père, il nous aime, va. »« Voyons, Hortense, ma chère petite fille, ne pleure pas, tu deviens trop laide, dit le baron. Voyons, un peu de raison. Reviens sagement dans ton ménage, et je te promets que Venceslas ne mettra jamais les pieds dans cette maison. Je te demande ce sacrifice, si c'est un sacrifice que de pardonner la plus légère des fautes à un mari qu'on aime. Je te le demande par mes cheveux blancs, par l'amour que tu portes à ta mère. Tu ne veux pas remplir mes vieux jours d'amertume et de chagrin. » Hortense se jeta, comme une folle, aux pieds de son père par un mouvement si désespéré que ses cheveux mal attachés se dénouèrent, et elle lui tendit les mains avec un geste où se peignait son désespoir. « Mon père, vous me demandez ma vie, dit-elle. Prenez-la si vous voulez, mais au moins prenez-la pure et sans tache. Je vous l'abandonnerai certes avec plaisir. Ne me demandez pas de mourir déshonorée, criminelle. Je ne ressemble pas à ma mère. Je ne dévorerai pas d'outrage. Si je rentre sous le toit conjugal, je puis étouffer Venceslas dans un accès de jalousie, ou faire pis encore. N'exigez pas de moi des choses au-dessus de mes forces. Ne me pleurez pas vivante, car le moins pour moi, c'est de devenir folle. Je sens la folie à 2 pas de moi. Hier, il dînait chez cette femme après avoir lu ma lettre. Les autres hommes sont-ils ainsi faits? Je vous donne ma vie, mais que la mort ne soit pas ignominieuse. Sa faute, légère, avoir un enfant de cette femme. Un enfant, dit Hulot en faisant 2 pas en arrière. Allons, c'est bien certainement une plaisanterie. En ce moment, Victorin et la cousine Bette entrèrent et restèrent hébétés de ce spectacle. La fille était prosternée aux pieds de son père. La baronne, muette et prise entre le sentiment maternel et le sentiment conjugal, offrait un visage bouleversé, couvert de larmes. « Lisbeth, dit le baron en saisissant la vieille fille par la main et lui montrant Hortense, tu peux me venir en aide. Ma pauvre Hortense a la tête tournée. Elle croit son Venceslas aimé de madame Marneffe, tandis qu'elle a voulu tout bonnement avoir un groupe de lui. »« Dalila, cria la jeune femme, la seule chose qu'il ait faite en un moment depuis notre mariage. Ce monsieur ne pouvait pas travailler pour moi, pour son fils, et il a travaillé pour cette vaurienne avec une ardeur. Oh, achevez-moi, mon père, car chacune de vos paroles est un coup de poignard. » En s'adressant à la baronne et à Victorin, Lisbeth haussa les épaules par un geste de pitié en leur montrant le baron qui ne pouvait pas la voir. « Écoutez, mon cousin, dit Lisbeth, je ne savais pas ce qu'était madame Marneffe quand vous m'avez prié d'aller me loger au-dessus de chez elle et de tenir sa maison. Mais en 3 ans, on apprend bien des choses. Cette créature est une fille, et une fille d'une dépravation qui ne peut se comparer qu'à celle de son infâme et hideux mari. Vous êtes la dupe, le milord de Pot-au-feu, de ces gens-là. Vous serez mené par eux plus loin que vous ne le pensez. Il faut vous parler clairement, car vous êtes au fond d'un abîme. » En entendant parler ainsi Lisbeth, la baronne et sa fille lui jetèrent des regards semblables à ceux des dévots remerciant une madone de leur avoir sauvé la vie. « Elle a voulu, cette horrible femme, brouiller le ménage de votre gendre. Dans quel intérêt? Je n'en sais rien, car mon intelligence est trop faible pour que je puisse voir clair dans ces ténébreuses intrigues, si perverses, ignobles, infâmes. Votre madame Marneffe n'aime pas votre gendre, mais elle le veut à ses genoux par vengeance. Je viens de traiter cette misérable comme elle le méritait. C'est une courtisane sans pudeur. Je lui ai déclaré que je quittais sa maison, que je voulais dégager mon honneur de ce bourbier. Je suis de ma famille avant tout. J'ai su que ma petite cousine avait quitté Venceslas, et je viens. Votre Valérie, que vous prenez pour une sainte, est la cause de cette cruelle séparation. Puis-je rester chez une pareille femme? Notre petite chère Hortense, dit-elle en touchant le bras au baron d'une manière significative, est peut-être la dupe d'un désir de ces sortes de femmes qui, pour avoir un bijou, sacrifieraient toute une famille. Je ne crois pas Venceslas coupable, mais je le crois faible,
et je ne dis pas qu'il ne succomberait point à des coquetteries si raffinées. Ma résolution est prise. Cette femme vous est funeste. Elle vous mettra sur la paille. Je ne veux pas avoir l'air de tremper dans la ruine de ma famille, moi qui ne suis là depuis 3 ans que pour l'empêcher. Vous êtes trompé, mon cousin. Dites bien fermement que vous ne vous mêlerez pas de la nomination de cet ignoble monsieur Marneffe, et vous verrez ce qui arrivera. L'on vous taille de fameuses étrivières pour ce cas-là. Lisbeth releva sa petite cousine et l'embrassa passionnément. « Ma chère Hortense, tiens bon, lui dit-elle à l'oreille. La baronne embrassa sa cousine bête avec l'enthousiasme d'une femme qui se voit vengée. La famille tout entière gardait un silence profond autour de ce père, assez spirituel pour savoir ce que dénotait ce silence. Une formidable colère passa sur son front et sur son visage en signe évident. Toutes les veines grossirent, les yeux s'injectèrent de sang, le teint se marbra. Adeline se jeta vivement à genoux devant lui, lui prit les mains. « Mon ami, grâce !»« Je vous suis odieux, » dit le baron en laissant échapper le cri de sa conscience. « Nous sommes tous dans le secret de nos torts. Nous supposons presque toujours à nos victimes les sentiments haineux que la vengeance doit leur inspirer. Et, malgré les efforts de l'hypocrisie, notre langage ou notre figure avoue au milieu d'une torture imprévue, comme avouait jadis le criminel entre les mains du bourreau. « Nos enfants, dit-il, pour revenir sur son aveu, finissent par devenir nos ennemis. »« Mon père, dit Victorin. »« Vous interrompez votre père, reprit d'une voix foudroyante le baron en regardant son fils. « Mon père, écoutez, dit Victorin d'une voix ferme et nette, la voix d'un député puritain. Je connais trop le respect que je vous dois pour en manquer jamais. Et vous aurez certainement toujours en moi le fils le plus soumis et le plus obéissant. » Tous ceux qui assistent aux séances des chambres reconnaîtront les habitudes de la lutte parlementaire dans ces phrases filandreuses avec lesquelles on calme les irritations en gagnant du temps. « Nous sommes loin d'être vos ennemis, dit Victorin. Je me suis brouillé avec mon beau-père, M. Crevel, pour avoir retiré les 60 000 francs de lettres de change de Vauvinet, et certes, cet argent est dans les mains de Madame Marneffe. Oh, je ne vous blâme point, mon père, ajouta-t-il à un geste du baron. Mais je veux seulement joindre ma voix à celle de la cousine Lisbeth, et vous faire observer que si mon dévouement pour vous est aveugle, mon père, et sans borne, mon bon père, malheureusement, nos ressources pécuniaires sont bornées. « De l'argent !» dit en tombant sur une chaise le passionné vieillard écrasé par ce raisonnement. « Et c'est mon fils !»« On vous le rendra, monsieur. Votre argent !» dit-il en se levant. Il marcha vers la porte. « Hector !» Ce cri fit retourner le baron, et il montra soudain un visage inondé de larmes à sa femme, qui l'entoura de ses bras avec la force du désespoir. « Ne t'en vas pas ainsi, ne nous quitte pas en colère, je ne t'ai rien dit, moi !» À ce cri sublime, les enfants se jetèrent aux genoux de leur père. « Nous vous aimons tous, dit Hortense. » Lisbeth, immobile comme une statue, observait ce groupe avec un sourire superbe sur les lèvres. En ce moment, le maréchal Hulot entra dans l'antichambre et sa voix se fit entendre. La famille comprit l'importance du secret et la scène changea subitement d'aspect. Les 2 enfants se relevèrent et chacun essaya de cacher son émotion. Une querelle s'élevait à la porte entre Mariette et un soldat qui devint si pressant que la cuisinière entra au salon. « Monsieur, un fourrier de régiment qui revient de l'Algère veut absolument vous parler. »« Qu'il attende. »« Monsieur, dit Mariette à l'oreille de son maître, il m'a dit de vous dire tout bas qu'il s'agissait de monsieur votre oncle. » Le baron tressaillit. Il crut à l'envoi des fonds qu'il avait secrètement demandé depuis 2 mois pour payer ses lettres de change. Il laissa sa famille et courut dans l'antichambre. Il aperçut une figure alsacienne. « Est-ce à monsieur la Paron Ilotte ?»« Oui. »« Lui-même ?»« Lui-même. » Le fourrier, qui fouillait dans la doublure de son képi pendant ce colloque, en tira une lettre que le baron décacheta vivement et il lut ce qui suit. « Mon neveu, loin de pouvoir vous envoyer les 100 000 francs que vous me demandez,
Ma position n'est pas tenable si vous ne prenez pas des mesures énergiques pour me sauver. Nous avons sur le dos un procureur du roi qui parle morale et baragouine des bêtises sur l'administration. Impossible de faire taire ce Pékin-là. Si le ministère de la guerre se laisse manger dans la main par les habits noirs, je suis mort. Je suis sûr du porteur. Tâchez de l'avancer, car il nous a rendu service. Ne me laissez pas au corbeau. Cette lettre fut un coup de foudre. Le baron y voyait éclore les déchirements intestins qui tiraillent encore aujourd'hui le gouvernement de l'Algérie entre le civil et le militaire, et il devait inventer sur le champ des palliatifs à la plaie qui se déclarait. Il dit aux soldats de revenir le lendemain, et après l'avoir congédié non sans de belles promesses d'avancement, il rentra dans le salon. « Bonjour et adieu, mon frère, dit-il au maréchal. Adieu, mes enfants. Adieu, ma bonne Adeline. Et que vas-tu devenir, Lisbeth, dit-il. Moi, je vais tenir le ménage du maréchal, car il faut que j'achève ma carrière en vous rendant toujours service aux uns ou aux autres. Ne quitte pas Valérie sans que je t'ai vue, dit Hulot à l'oreille de sa cousine. Adieu, Hortense, ma petite insubordonnée. Tâche d'être bien raisonnable. Il me survient des affaires graves. Nous reprendrons la question de ton raccommodement. Pense-y, ma bonne petite chatte, dit-il en l'embrassant. Il quitta sa femme et ses enfants, si manifestement troublés qu'ils demeurèrent en proie aux plus vives appréhensions. « Lisbeth, dit la baronne, il faut savoir ce que peut avoir Hector. Jamais je ne l'ai vu dans un pareil état. Reste encore 2 ou 3 jours chez cette femme. Il lui dit tout, à elle, et nous apprendrons ainsi ce qui l'a si subitement changé. Sois tranquille, nous allons arranger ton mariage avec le maréchal, car ce mariage est bien nécessaire. » Je n'oublierai jamais le courage que tu as eu dans cette matinée, dit Hortense en embrassant Lisbeth. Tu as vengé notre pauvre mère, dit Victorin. Le maréchal observait d'un air curieux les témoignages d'affection prodigués à Lisbeth, qui revint raconter cette scène à Valérie. Cette esquisse permet aux âmes innocentes de deviner les différents ravages que les Madame Marneffe exercent dans les familles, et par quels moyens elles atteignent de pauvres femmes vertueuses, en apparence, si loin d'elles. Mais si l'on veut transporter par la pensée ces troubles à l'étage supérieur de la société, près du trône, en voyant ce que doivent avoir coûté les maîtresses des rois, on mesure l'étendue des obligations du peuple envers ses souverains quand ils donnent l'exemple des bonnes mœurs et de la vie de famille. À Paris, chaque ministère est une petite ville d'où les femmes sont bannies, mais il s'y fait des commérages et des noirceurs comme si la population féminine s'y trouvait. Après 3 ans, la position de M. Marneffe avait été pour ainsi dire éclairée, mise à jour, et l'on se demandait dans les bureaux « M. Marneffe sera-t-il ou ne sera-t-il pas le successeur de M. Coquet ?» Absolument comme à la Chambre, on se demandait naguère « La dotation passera-t-elle ou ne passera-t-elle pas ?» On observait les moindres mouvements à la direction du personnel. On scrutait tout dans la division du baron Hulot. Le fin conseiller d'État avait mis dans son parti la victime de la promotion de Marneffe, un travailleur capable, en lui disant que, s'il voulait faire la besogne de Marneffe, il en serait infailliblement le successeur. Il le lui avait montré mourant. Cet employé cabalait pour Marneffe. Quand Hulot traversa son salon d'audience, rempli de visiteurs, il y vit dans un coin la figure blême de Marneffe, et Marneffe fut le premier appelé. « Qu'avez-vous à me demander, mon cher ?» dit le baron en cachant son inquiétude. « Monsieur le directeur, on se moque de moi dans les bureaux, car on vient d'apprendre que monsieur le directeur du personnel est parti ce matin en congé pour raison de santé. Son voyage sera d'environ 1 mois. Attendre 1 mois, on sait ce que cela veut dire. Vous me livrez à la risée de mes ennemis, et c'est assez d'être tambouriné d'un côté. Des 2 à la fois, monsieur le directeur, la caisse peut crever. Mon cher Marneffe, il faut beaucoup de patience pour arriver à son but. Vous ne pouvez pas être chef de bureau, si vous l'êtes jamais, avant 2 mois d'ici. Ce n'est pas au moment où je vais être obligé de consolider ma position que je puis demander un avancement scandaleux. Si vous sautez,
Je ne serai jamais chef de bureau, dit froidement M. Marneffe. Faites-moi nommer, il n'en sera ni plus ni moins. Ainsi, je dois me sacrifier à vous, demanda le baron. S'il en était autrement, je perdrais bien des illusions sur vous. Vous êtes par trop Marneffe, monsieur Marneffe, dit le baron en se levant et montrant la porte au sous-chef. J'ai l'honneur de vous saluer, monsieur le baron, répondit humblement Marneffe. Quel infâme drôle, se dit le baron. Ceci ressemble assez à une sommation de payer dans les 24 heures, sous peine d'expropriation. 2 heures après, au moment où le baron achevait d'endoctriner Claude Vignon, qu'il voulait envoyer au ministère de la Justice prendre des renseignements sur les autorités judiciaires dans la circonscription desquelles se trouvait Johann Fischer, Rennes ouvrit le cabinet de monsieur le directeur et vint lui remettre une petite lettre en demandant la réponse. « Envoyer Rennes ?» se dit le baron. « Valérie est folle. Elle nous compromet tous et compromet la nomination de cet abominable Marneffe. » Il congédia le secrétaire particulier du ministre et lut ce qui suit. « Ah, mon ami, quelle scène je viens de subir. Si tu m'as donné le bonheur depuis 3 ans, je l'ai bien payé. » Il est rentré de son bureau dans un état de fureur à faire frissonner. Je le connaissais bien laid, je l'ai vu monstrueux. Ses 4 véritables dents tremblaient, et il m'a menacé de son odieuse compagnie si je continuais à te recevoir. Mon pauvre chat, hélas, notre porte sera fermée pour toi désormais. Tu vois mes larmes, elles tombent sur mon papier, elles le trempent. Pourras-tu me lire, mon cher Hector ? Ah, ne plus te voir, renoncer à toi, quand j'ai en moi un peu de ta vie, comme je crois avoir ton cœur, c'est à en mourir. Songe à notre petit Hector, ne m'abandonne pas, mais ne te déshonore pas pour Marneffe, ne cède pas à ses menaces. Ah, je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Je me suis rappelé tous les sacrifices que tu as faits pour ta Valérie. Elle n'est pas et ne sera jamais ingrate. Tu seras mon seul mari. Ne pense plus aux 1200 francs de rente que je te demande pour ce cher petit Hector qui viendra dans quelques mois. Je ne veux plus rien te coûter. D'ailleurs, ma fortune sera toujours la tienne. Ah, si tu m'aimais autant que je t'aime, mon Hector, tu prendrais ta retraite. Nous laisserions là chacun nos familles, nos ennuis, nos entourages où il y a tant de haine, et nous irions vivre avec Lisbeth dans un joli pays, en Bretagne, où tu voudras. Là, nous ne verrions personne, et nous serions heureux, loin de tout ce monde. Ta pension de retraite, et le peu que j'ai, en mon nom, nous suffira. Tu deviens jaloux, et, bien, tu verrais ta Valérie occupée uniquement de son Hector, et tu n'aurais jamais à faire ta grosse voix comme l'autre jour. Je n'aurai jamais qu'un enfant, ce sera le nôtre. Sois-en bien sûr, mon vieux grognard aimé. Non, tu ne peux pas te figurer ma rage, car il faut savoir comment il m'a traité, et les grossièretés qu'il a vomies sur ta Valérie. Ces mots-là saliraient ce papier, mais une femme comme moi, la fille de Montcornet, n'aurait jamais dû dans toute sa vie en entendre un seul. Oh, je t'aurais voulu là pour le punir, par le spectacle de la passion insensée qui me prenait pour toi. Mon père aurait sabré ce misérable. Moi, je ne peux que ce que peut une femme, t'aimer avec frénésie. Aussi, mon amour, dans l'état d'exaspération où je suis, m'est-il impossible de renoncer à te voir. Oui, je veux te voir en secret, tous les jours. Nous sommes ainsi, nous autres femmes. J'épouse ton ressentiment. De grâce, si tu m'aimes, ne le fais pas chef de bureau, qu'il crève sous-chef. En ce moment, je n'ai plus la tête à moi, j'entends encore ses injures. Bête, qui voulait me quitter, a eu pitié de moi. Elle reste pour quelques jours. Mon bon chéri, je ne sais encore que faire. Je ne vois que la fuite. J'ai toujours adoré la campagne, la Bretagne, le Languedoc. Tout ce que tu voudras, pourvu que je puisse t'aimer en liberté. Pauvre chat, comme je te plains. Te voilà forcé de revenir à la vieille Adeline. Ah, cette urne lacrymale. Car il a dû te le dire, le monstre. Il veillera jour et nuit sur moi. Il a parlé de commissaire de police. Ne viens pas. Je comprends qu'il est capable de tout, du moment où il faisait de moi la plus ignoble des spéculations. Aussi voudrais-je pouvoir te rendre tout ce que je tiens de tes générosités. Ah, mon bon Hector, j'ai pu coqueter,
te paraître légère, mais tu ne connaissais pas ta Valérie. Elle aimait à le tourmenter, mais elle te préfère à tout au monde. On ne peut pas t'empêcher de venir voir ta cousine. Je vais combiner avec elle les moyens de nous parler. Mon bon chat, écris-moi de grâce un petit mot pour me rassurer, à défaut de ta chère présence. Oh, je donnerai une main pour te tenir sur notre divan. Une lettre me fera l'effet d'un talisman. Écris-moi quelque chose, où soit toute ta belle âme. Je te rendrai ta lettre, car il faut être prudent. Je ne saurais où la cacher. Il fouille partout. Enfin, rassure ta Valérie, ta femme, la mère de ton enfant. Être obligée de t'écrire, moi qui te voyais tous les jours. Aussi, dis-je à Lisbeth, je ne connaissais pas mon bonheur. 1000 caresses, mon chat. Aime bien ta Valérie. Et des larmes, se dit Hulot en achevant cette lettre. Des larmes qui rendent son nom indéchiffrable. Comment va-t-elle dit-il à Reine. Madame est au lit. Elle a des convulsions, répondit Reine. L'attaque de nerfs a tordu madame comme un lien de fagot. Ça l'a prise après avoir écrit. Oh, c'est d'avoir pleuré. L'on entendait la voix de monsieur dans les escaliers. Le baron, dans son trouble, écrivit la lettre suivante sur son papier officiel à tête imprimée. Sois tranquille, mon ange. Il crèvera sous chef. Ton idée est excellente. Nous nous en irons vivre loin de Paris. Nous serons heureux avec notre petit Hector. Je prendrai ma retraite. Je saurai trouver une belle place dans quelque chemin de fer. Ah, mon aimable ami, je me sens rajeuni par ta lettre. Oh, je recommencerai la vie, et je ferai, tu le verras, une fortune à notre cher petit. En lisant ta lettre, 1000 fois plus brûlante que celle de la nouvelle Héloïse, elle a fait un miracle. Je ne croyais pas que mon amour pour toi pût augmenter. Tu verras ce soir chez Lisbeth, ton Hector pour la vie.